Le chiffre du jour, 235 milliards de dollars, c'est le déficit commercial américain avec l'Union européenne l'an dernier. Il a augmenté de pratiquement 13% sur un an. Ça veut dire concrètement que les Américains achètent beaucoup plus de produits fabriqués en Europe que nous achetons en retour des produits fabriqués aux États-Unis. On en parle avec Michael Nizar. Bonjour. Bonjour Stéphane. Directeur des gestions multi-actifs chez Edmond Rothschild Asset Management. Le président américain Donald Trump s'appuie sur ce chiffre, sur ce déficit commercial pour justifier une augmentation des droits de douane. Vous dites en réalité ce chiffre ne tient pas compte des échanges de services entre l'Europe et les États-Unis. Tout à fait. Alors déjà, si l'on rapporte votre chiffre au PIB américain, cela représente en fait un pourcentage assez faible, de l'ordre de 0,8% pour les États-Unis, en termes d'importation nette, et 1,1% pour la zone euro. Mais finalement, si l'on regarde la contrepartie par rapport aux échanges de biens et qu'on regarde les services, en fait, l'idée souvent répétée par Donald Trump et la Maison-Blanche, d'une Europe omniprésente sur son marché, le marché américain, n'est pas tout à fait correcte, en fait, si l'on intègre effectivement la balance des services. Parce que quand vous regardez finalement que l'excédent sur les services en fait des États-Unis représente 172 milliards, c'est quand même ça vient finalement compenser partiellement finalement le déficit qu'ils ont sur les biens. Et en net, en fait, si l'on additionne finalement la balance des biens et des services selon Eurostat, on obtiendrait en fait un chiffre qui serait proche de l'équilibre de l'ordre de 42 milliards. Donc il y a quand même une contrepartie, mais qui peut aussi révéler une certaine vulnérabilité pour les États-Unis, si l'on rentre dans des rétorsions. Donc selon vous, l'état de la balance commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis n'est pas un prétexte suffisant pour justifier une guerre commerciale ? Oui, tout à fait. Ça ne justifie pas forcément, effectivement, de rentrer dans une guerre tarifaire avec finalement des tarifs douaniers qui pourraient aller jusqu'à 50%, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà effectivement des mesures qui sont en place sur l'aluminium, comme vous en aviez parlé, sur d'autres secteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les services, il y a quand même une dépendance des États-Unis. Quand vous regardez finalement les rubriques et les catégories dans lesquelles finalement ils sont exportateurs nets, on voit en fait que toutes les grandes sociétés méga cap sont présentes. Dans les services informatiques, médias numériques, on retrouve Microsoft, Google. Dans les services de transport, on retrouve les compagnies aériennes, etc. Et puis bien sûr la propriété intellectuelle avec Apple, Microsoft. Donc il y a quand même un jeu de dépendance entre ces deux zones. Et la vraie question, c'est vis-à-vis de la Chine. Alors, d'un point de vue stratégique, ça veut dire que l'Europe a plutôt intérêt, si elle devait appliquer des mesures de représailles, à cibler les services américains plutôt que des produits manufacturés. Oui, si l'on rentre vraiment dans une phase un peu d'escalade, effectivement, elle a vraiment des moyens de rétorsion assez forts, puisque effectivement, ils sont importateurs. Nous sommes importateurs nets de services américains. Ouais. Et en particulier, évidemment, on le connaît dans les services numériques. Vous avez mentionné la Chine, le déséquilibre entre les États-Unis et la Chine est beaucoup plus important en réalité que le déséquilibre entre les États-Unis et l'Europe. Oui, on a à peu près 300 milliards d'euros en fait finalement de déficit vis-à-vis de la Chine et en fait quand on regarde les biens et les services et donc malgré finalement la politique tarifaire, on a encore aujourd'hui des importations qui surpassent finalement les exportations. Ce qui veut dire que pour les États-Unis comme pour les Européens, on a une vraie dépendance vis-à-vis de la Chine et le déficit, il est vraiment ciblé par rapport à cette zone-là. La question que tout le monde se pose, chaque État, chaque zone géographique, ce sont les conséquences sur la croissance de la guerre commerciale. Quels sont les risques pour l'Union européenne ? Plusieurs estimations ont été effectuées. Oui, tout à fait. Alors, il y a par exemple la Commission européenne, notamment Eurostat, donc qui a tablé finalement et qui a mis en place en fait un jeu de prévision. Et en fait, on s'aperçoit que ce soit pour la Commission européenne comme pour le FMI ou même le Peterson Institute, la sévérité en termes de choc économique, elle va plutôt être ciblée sur les États-Unis, puisqu'en fait, on est entre 1% de coût en termes de PIB, entre 1 et 1,5% sur la croissance américaine, alors qu'on serait entre 0,2 et 0,5 pour la croissance de la zone euro, si effectivement on rentrait dans un jeu et une guerre tarifaire qui pourrait être permanente. Donc la vraie question, ça va être la résilience économique. Et pour nous, gérants d'actifs et gérants de risques financiers, il va vraiment falloir axer nos analyses, que nous faisons déjà depuis de nombreux trimestres, sur cette thématique qui est une thématique d'investissement, la résilience économique. Merci beaucoup. Et effectivement, cet impact sur l'économie mondiale et sur l'économie américaine vient d'être confirmé par l'OCDE, qui a revu de manière
manière significative à la baisse ses prévisions de croissance pour les États-Unis cette année, 1,6% contre 2,2% estimé au départ. Merci beaucoup, Michael Nizar, directeur des gestions multi-actifs chez Edmond Rothschild Asset Management. Merci. 6h57 sur Radio Classique. Dans un instant, la matinale.